Bonjour à tous, bienvenue à cet nouveau Apéro Talk. Nous avons la chance d'accueillir Hugo Mercier, le CEO de Rhythm, qui est qui est une entreprise qui travaille sur le sommeil et qui essaye d'optimiser les phases du sommeil. Alors Hugo Mercier, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours? Tu peux me tutoyer, hein. C'est vrai. Et donc, oui, Rhythm, c'est une entreprise de neurotechnologie et on développe notre premier produit, ça s'appelle Dream. Et en fait, Dream, on le décrit comme étant le premier objet connecté actif pour améliorer la qualité du sommeil. J'insiste bien sur l'aspect actif, contrairement à la majorité des wearables qui sont plutôt passifs sur du monitoring. Nous, on ne fait pas que mesurer le sommeil, mais on va agir dessus, en fait, par un procédé de stimulation cérébrale. Donc, l'origine du projet, en fait, c'est des travaux de recherche en neurosciences. On s'est rendu compte en fait qu'on arrivait à moduler l'activité cérébrale et à induire des rythmes cérébraux en envoyant des stimulations au cerveau pendant la nuit. Donc la conséquence de ça, c'est qu'on arrive à induire ce qu'on appelle du sommeil profond, qui est une phase particulièrement importante du sommeil. C'est un peu la phase de sommeil réparateur qu'on a chaque nuit. Et en fait, en envoyant des petits sons qui sont synchronisés avec l'activité cérébrale de manière en fait très synchrone avec des patterns qu'on a détectés, on arrive à induire du sommeil profond. Donc la conséquence, c'est évidemment l'amélioration objective de la qualité du sommeil et aussi l'amélioration de certaines performances. Donc ce qu'on a pu tester par exemple, ça a été l'amélioration de certaines performances cognitives ou physiques, comme la mémorisation et d'autres choses. Donc voilà, donc c'est né au départ d'un laboratoire et puis c'est devenu derrière un produit grand public, parce qu'on a vu derrière en fait l'opportunité un peu de transposer ce qu'on avait trouvé en laboratoire dans un produit que tout le monde pourrait utiliser. Donc voilà un petit peu rapidement ce que c'est Dream. Et alors, comment ça s'est passé cette transition entre une idée de laboratoire? Je crois que vous avez travaillé, c'était quand vous étiez à Polytechnique, vous avez commencé à travailler sur le sommeil et que vous avez créé un appareil capable de mesurer les phases de sommeil. Comment est-ce qu'on est passé de cette idée à la réalisation d'un projet à plus vaste ampleur? En fait, en réalité, le projet de base, c'était pas du tout un projet de boîte ou de produit, c'était un projet scientifique. C'était surtout intellectuellement stimulant pour un ingé de côtoyer des neuroscientifiques. Bon, le cerveau, c'est un système complexe qui est assez intéressant pour un ingé. C'est de la chimie, de la physique, des maths, de l'info, c'est tout à la fois. Donc au départ, la motivation de base, c'était surtout essayer de contribuer à notre petit niveau, à notre petite échelle, avec nos algos de machine learning et notre connaissance informatique, à ce que eux faisaient. Et c'est un peu par hasard qu'on a fait la découverte des neurosciences et après du sommeil. Et là, on a vu que grosso modo, le sommeil, c'est un domaine assez pourri mais important. C'est-à-dire que globalement, il y a un tiers des gens de la population globale qui dorment mal. Bon, c'est toujours important de mettre des gros chiffres, mais dans ce cas-là, c'est plutôt juste. Et en face de ça, il n'y a pas grand-chose d'existant. Donc, une fois qu'on a validé en fait la preuve de concept en laboratoire, mais quand je dis validé, c'est que ce qu'on arrivait à dire, donc c'était en janvier 2014, ce qu'on arrivait à dire à ce moment-là, c'était on arrive à induire des ondes lentes en utilisant du bruit rose synchronisé sur l'EEG. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est assez loin d'un produit. Et donc après, derrière, le but qui était derrière, c'était de se dire comment on peut arriver à un produit grand public que tout le monde utilise. Et une fois qu'on s'est posé cette question-là, on a dessiné un peu dans notre tête quel serait le produit. Donc c'est un bandeau, je pourrais revenir un peu plus après là-dessus. Et on a créé la boîte en juillet. Et là, le premier challenge qu'on a eu, c'était technologique essentiellement. On est une boîte qui est assez ancrée hein, sur la partie scientifique et technologique. Donc, ça a été de comment on va arriver à transposer le laboratoire à la vie de tous les jours, avec une approche très consumer, c'est-à-dire quelque chose de facile d'utilisation, qui marche sur tout le monde, qui est confortable et qui est aussi un peu sexy, en tout cas plus sexy que des équipements de laboratoire avec 30-40 électrodes sur la tête. Et donc là, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'à deux, on n'allait pas y arriver. Pourquoi Parce qu'il nous fallait des experts en élec, en chimie, en maths, en mécanique, pour le développement des capteurs, l'électronique et tout ça. Et c'est là, en fait, on a commencé une première levée de fonds un mois après la création de la boîte. On a fait ça assez rapidement. Et on a eu une première équipe de 10-15 personnes au bout de 2 mois à peu près, 2-3 mois. Et alors, comment elle s'est passée cette levée de fonds? Est-ce que les investisseurs comprenaient un peu ce que vous faisiez, vu que c'est un peu pluridisciplinaire et complexe? Je pense qu'ils ont compris parce qu'ils ont investi, ou en tout cas j'espère. Alors en fait nous on n'a pas suivi un modèle VC dès le départ et je pense qu'on n'aurait pas pu parce qu'un VC avant tout c'est un financier, c'est pas un entrepreneur. Donc un VC c'est même si c'est du capital risque, le risque est assez limité en règle générale. Donc si j'étais allé voir un VC en juillet ou août 2014 en leur disant bon bah voilà on n'a rien, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de technologie, on a un début de preuve de concept
qu'on a fait sur des rats, des souris et des épileptiques, qu'on aimerait transposer à tout le monde. Bon, bah, là, forcément, je pense qu'il m'aurait dit d'aller me faire voir gentiment. Donc, on a plutôt suivi en fait une stratégie de business angel. Alors, les business angels, c'est bien. Dans notre cas, ça a été bien. Donc, on a été financé par Laurent Alexandre, qui est le fondateur d'Octissimo, et Xavier Niel. Et en fait, dans leur cas, c'est des gros business angels. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent financer de manière significative la boîte et pas des petits tickets entre 10 et 100K. C'était assez vite des gros montants. Donc on a plutôt suivi ce parcours-là et en fait on a suivi sur les 3 tours qu'on a fait, on a fait 3 tours dans 2 ans. Sur les 3 tours, on est resté sur le modèle business angel. Parce que le business angel comprend, enfin c'est un entrepreneur, donc il va plus comprendre la vision, le but et va tendance à prendre un peu plus de risques qu'un VC qui est un peu plus rationnel et un peu plus financier dans son mindset. Et du coup, je crois que vous avez fait une grosse levée de fonds. Vous avez réussi à faire 110 millions, je crois. Non? Non, j'aimerais bien. Ah, pardon, j'ai cru entendre ce chiffre. On peut dire ça si tu veux. Non, 10 millions. 10 millions, pardon, 10 millions, désolé. 110 millions, c'est bientôt. Ok, très bien. J'espère. Non, on a levé au total 10 millions d'euros, c'est ça, sur les 2 premières années. Là, on est en train de faire un nouveau tour, là, que je suis en train de finir en ce moment, qui est plus gros. Je ne peux pas trop communiquer dessus parce qu'on est en train de le finir, mais on a levé pour l'instant 10 millions d'euros. Ok. Et du coup, vous avez j'imagine que vous avez des équipes où il y a à la fois des neurologues, des informaticiens et des techniciens. Comment vous faites au sein de l'entreprise pour travailler avec toutes ces disciplines différentes? Comment vous faites le recrutement? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous expliquez à un neuroscientifique ce que c'est que le code pour qu'il comprenne l'autre face du produit? Et comment ça se passe dans l'entreprise pour que chacun essaye de faire sa part et comprenne aussi, et soit efficace aussi pour la boîte et donc comprenne ce qu'on attend de lui? Alors effectivement, donc ça c'est un point sur lequel j'ai pas mal réfléchi. Bon, déjà il y a eu la première phase de comment trouver les personnes, donc les 10-15 premières personnes. C'est des profils assez spécifiques. Il n'y a pas de grosses entreprises de neurotechnologie existantes encore, parce que c'est un domaine qui est tout nouveau. On ne peut pas les piocher chez quelqu'un, les bons profils qui connaissent déjà le milieu. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a plutôt on a plutôt posé le problème technique. Donc le problème de système, le bandeau c'est un système un peu complexe avec plusieurs composantes. On a pris chaque composante individuellement et on a regardé ce qui se rapprochait le plus dans la littérature en termes de spécialisation. Par exemple, celui qui fait de l'électronique chez nous, qui gère l'électronique, il a travaillé sur des GPS particuliers qui sont très sensibles, faible bruit, ça se rapproche de l'EEG à quelques niveaux. Donc on a fait les premiers recrutements nous-mêmes. Aujourd'hui, donc on a fait je vais dire les peut-être 25-30 premiers recrutements nous-mêmes. Et après on a recruté un DRH parce qu'on a besoin de... Pour un profil, on doit voir 20 candidats. Après, il y a tout un process, donc c'est beaucoup plus long. Donc, on a un DRH maintenant qui est là-dessus. Les premiers profils, c'était nous. Après, sur l'organisation en soi, en fait, ça se fait assez naturellement. On essaie de recruter des gens intelligents, donc qui sont curieux. Et dans le recrutement, on essaie de voir les gens qui ne sont pas intéressés purement par leur domaine, mais qui, du coup, veulent voir plus que ça. Et je pense que c'est d'ailleurs l'un des facteurs clés du recrutement, c'est que bon, on paye bien, mais en compétition par rapport à un Google, Facebook ou Apple, puisqu'on a pas mal de profils, on est en compétition là-dessus, c'est finalement en fait plutôt, je dirais, le challenge intellectuel. Donc c'est le fait de, effectivement, je fais du code, mais je fais du code dans un domaine où en fait je touche au cerveau humain, où je touche à la médecine, au sport de haut niveau, parce qu'on a un volet qu'on est en train de développer là-dessus, etc., etc. Et donc après, l'intégration se fait. Après, il y a des challenges sur l'organisation RH, parce qu'en 2 ans, on est passé de 2 à plus de 60. Donc après, il y a des challenges sur un produit. Donc c'est-à-dire qu'il faut organiser de sorte que tout le monde bosse sur le projet et soit synchronisé, mais ça, c'est d'autres questions. Après, sur les thématiques, ça se fait assez naturellement, je trouve. Et alors, du coup, vous êtes à la fois implanté en France et aux États-Unis, à San Francisco, si je ne m'abuse. Vous trouvez les meilleurs... quelles sont les différences entre ces deux pays? Et lequel vous... est-ce que vous voyez des avantages dans l'un, des inconvénients? Et comment ça se passe? Ouais, alors j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Paris, et d'autant plus depuis que je vis à San Francisco. J'aime beaucoup les Français, en opposition à d'autres. Voilà, je ne dirais pas exactement ce que ça veut dire. Mais bref, non, effectivement, San Francisco, c'est une ville qui est intéressante. Il ne faut pas non plus croire que c'est l'Eldorado où on va pour monter sa start-up et tout va bien se passer. Les financements ne sont pas plus faciles à trouver. Il y a effectivement plus de financements aujourd'hui dans la vallée sur des tranches après, c'est-à-dire plutôt série B, série C,
les tranches qui sont entre les exits et les premiers tours. Effectivement, l'investissement en capital risque est plus dense. Mais au-delà de ça, en fait, en termes de... San Francisco, c'était intéressant pour nous d'un point de vue marché. Le marché, notre marché principal, c'est en grosse partie en termes de volume les États-Unis. Donc c'est évidemment pour développer un produit, on ne voulait pas tomber dans l'erreur de dire on reste centré sur la France, on développe un produit français, après on essaie de l'exporter. Souvent quand on fait ça, généralement on se plante, et après les Américains, on a du mal à rattraper, parce qu'il ne suffit pas de juste mettre un vernis marketing sur un produit français pour qu'il devienne accepté par les Américains, mais c'est plutôt une réflexion de base sur les utilisateurs, la marque et la stratégie de branding et tout ça. Donc c'était pour ça en fait qu'on s'est installé à San Francisco, et aussi parce que c'est vrai, sur les profils marketing qu'on cherchait, c'est-à-dire qui ont fait du consumer electronics, ou en fait on a, et même sur par exemple les problématiques de design industriel, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur des wearables, bah, en France il y en a très peu, et ils bossent quasiment tous pour Weezings, et à l'étranger il y en a beaucoup plus, c'est plus dense, donc par exemple on bosse avec Fuse Project Yves Béard, qui a beaucoup bossé sur Jawbone, et là effectivement on trouve des expertises qu'on n'a pas en France. Après, notre équipe ASF, donc sur les 60 personnes, on en a un peu plus de 50 à Paris, et un peu moins d'une dizaine à San Francisco, donc le gros est français, la boîte reste française, donc on a une filiale américaine, mais la boîte est française, on est assez fiers de ça, et donc je pense que l'avantage, pour résumer, donc l'avantage des US, c'est effectivement une concentration de talent. Je ne parle pas en R&D, parce que je pense qu'on a beaucoup de talent en R&D en France, qui est moins cher, plus qualifié, qui ne va pas se barrer pour une autre boîte au bout de 2 semaines, et qui ne coûte pas 200K pour un junior, donc je pense que c'est une bonne idée de garder les R&D en France. Mais en revanche, c'est vrai que voilà, sur les aspects marketing et design industriel, ça a été un bon territoire pour nous. Ok. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du bandeau, qui du coup est le produit que vous avez que l'entreprise a mis en test? Je crois que... Ah, ok. Ah oui, j'ai cru que c'était un appareil photo quand t'es arrivé. Et donc du coup, ce bandeau, c'est le produit que vous avez réalisé au bout de combien de temps? Bah, du coup, on a bossé là-dessus depuis les 2 dernières années. Donc voilà, donc là le produit que je vous présente, que je vais vous présenter, en fait c'est la version bêta du produit. Enfin, la version bêta, c'est-à-dire en tout cas la première version finale. Non, c'est bon, je peux. Du produit. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc le process, c'est qu'on a développé la preuve de concept en laboratoire, donc travailler sur le cerveau, savoir comment on devait stimuler le cerveau, à quel moment, comment pour induire du sommeil profond. Et après la question, c'était de se dire comment on transpose d'un casque EEG, donc c'est vraiment ces 30-40 électrodes vraiment hyper denses, collé avec du gel, il y a à peu près 30 à 45 minutes d'installation et une boîte électronique grosse comme ça, à quelque chose que tout le monde peut utiliser, facile d'utilisation. Donc on a développé, donc c'est cette version-là du produit qu'on a aujourd'hui. Donc je vous présente Dream, sa première version. Donc en fait c'est un bandeau, bon, je l'appelle bandeau, mais c'est un bandeau un peu bizarre, qui contient en fait plusieurs trucs. Donc la manière de le mettre, je le mettrai après, mais grosso modo cette partie-là vient sur le haut de la tête, et ça c'est une bande avant, c'est la bande avant. Donc il y a 3 types de technologies qui sont intégrées dedans. En fait, sur la bande avant, vous voyez 3 points noirs. Ça correspond en fait il y a 3 capteurs EEG, donc qui mesurent l'activité cérébrale. Les 2 petits, un peu dur comme ça, mais les 2 petits câbles flexibles ici, en fait, c'est des capteurs aussi. Donc au total, on a 5 capteurs EEG qui mesurent l'activité cérébrale de la personne en temps réel, qui envoient l'information dans un ordinateur miniature. Alors j'appelle ordinateur parce que c'est assez puissant en termes de puissance de calcul. On a l'équivalent d'un iPhone 6S, donc c'est relativement puissant, qui est contenu dans le haut du bandeau. Alors pourquoi on a besoin de cette puissance de calcul-là? Parce qu'en en fait, on a 2 problématiques. On ne pouvait pas se permettre de juste prendre le signal, le transférer ailleurs, renvoyer l'information. Tout le calcul, tout doit être traité en interne et en temps réel. On a des problématiques de latence, ça va être ultra précis, à quelques millisecondes près, et des problématiques on ne veut pas avoir des ondes Wi-Fi ou Bluetooth qui tournent toute la nuit à côté de la tête. Je ne suis pas convaincu que ce soit un problème, mais je pense qu'en général, les gens penseront que c'est un problème, donc on a voulu éviter ça. Et puis la troisième technologie, c'est la conduction osseuse. En fait, pour faire les sons, on voulait éviter de mettre des écouteurs dans les oreilles pour pas que ce soit inconfortable ou gênant. Donc on a développé une technologie de conduction osseuse. Donc le principe de ça, c'est quand on se bouche les oreilles, on entend toujours sa voix, parce que les vibrations de la gorge remontent dans l'oreille interne, au lieu de passer par toute l'oreille. Et là, c'est le même principe. En fait, il y a un petit dispositif qui est calé dans l'avant du bandeau, qui va faire des petites vibrations, et en fait, ça se répercute le long de la boîte crânienne, et ça va directement dans l'oreille interne. Donc voilà les 3 types de technologies qui sont intégrées dans le bandeau. Après, dans l'usage, c'est relativement simple. Je vais mettre quand même l'égérie du bandeau. Voilà.
Donc, voilà, donc le bandeau se met relativement simplement sur la tête. Voilà. Et donc en fait, donc, quand on va se coucher, donc on le met sur la tête le soir avant de se coucher, on l'allume. Très rapidement, on a accès, on a une application smartphone qui est évidemment liée au bandeau. On va sur l'application et c'est très simple. C'est-à-dire qu'au moment d'aller se coucher, ça prend pas plus de 2 secondes. Juste, on check en fait l'heure à laquelle on veut se réveiller, parce qu'il y a une fonctionnalité de réveil qui est intégrée. On fait je commence ma nuit, et à partir de là, tout va fonctionner en autonomie. Donc plus de Bluetooth, plus de Wi-Fi, tout le traitement se fait en embarqué. Donc le bandeau mesure l'activité cérébrale en streaming pendant la nuit. Il va déclencher les stimulations sonores, d'abord pour induire du sommeil profond. Et quand on approche, quand on arrive en fin de nuit, et ben là, il va vous réveiller au moment optimal de votre nuit. Donc c'est la fonctionnalité de réveil, c'est-à-dire que si on se réveille par exemple en sommeil profond ou en phase de rêve, on va être hyper crevé pendant 1 heure ou 1h30. Je pense que vous avez déjà tous vécu ça au moins une fois. Et en fait, nous, on va réveiller en phase de sommeil léger, on va prédire en fait la bonne phase et on va le faire de manière progressive. Ce qui fait que quand les personnes se réveillent, on évite ce problème-là. Donc voilà, et puis après on se réveille évidemment bien plus en forme que d'habitude, on se sent bien, on enlève le bandeau, et à ce moment-là en fait on le branche, et quand on le branche à toutes les données qui se transfèrent, il y a 2 circuits, un circuit vers l'application mobile, qui permet de voir à l'utilisateur comment j'ai dormi, comment les stimulations ont amélioré mon sommeil, etc. Et un circuit qui va vers les bases de données, et là en fait on a une approche, une approche machine learning partout, dans le bandeau, sur les bases de données, et la base de données en fait a beaucoup de valeur, parce qu'en fait c'est la première base de données massive de données cérébrales au monde. C'est-à-dire que ça existe dans les laboratoires, mais c'est pas massif. Pas massif. Et avec un produit consumer, en fait, on compte générer énormément de données très rapidement sur l'électroencéphalogramme, ce qui nous permet évidemment, avec le learning, d'améliorer en permanence l'expérience. C'est-à-dire que plus on va se servir du bandeau, plus d'autres utilisateurs vont se servir du bandeau, plus c'est personnalisé et efficace, première chose. Et deuxième chose, c'est de faire avancer la recherche. Donc on a, comme j'expliquais, un lien fort avec la recherche. Donc, au-delà de nos activités de R&D, de développement de produits, on a une activité de recherche fondamentale par le biais de nos collaborations. Et donc, du coup, ces données-là aussi nous permettent d'apprendre plus sur le cerveau et sur comment les gens dorment. Et donc, du coup, vous... Je vais l'enlever quand même. Où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu vois l'entreprise dans 10 ans? Est-ce que c'est justement se tourner vers de la recherche fondamentale et aller vraiment vers de la médecine pure, ou est-ce que c'est équiper le monde entier pour que tout le monde dorme mieux, pour des choses, pour gagner du temps de sommeil, pour que les gens dorment mieux, pour qu'il y ait moins de stress? Est-ce qu'il y a l'une de ces 2 voies qui paraît plus prometteuse que l'autre pour l'avenir? En fait, je pense que c'est à 2 crans. On a un peu 2 crans de vision en disant c'est long. Hein, donc, mais entre... En fait, la première échelle de temps qui est plutôt court terme, moyen terme, qui va être à 5 ans, et en fait, ça va uniquement concentré sur le sommeil. Alors, en réalité, le sommeil, c'est un vrai problème très compliqué. On voit bien que si en fait je vous dis j'ai une solution miracle qui va faire dormir la population entière, c'est faux. Bon, certains peuvent le dire, mais quand on a un background scientifique et technologique, on se rend compte bien que c'est faux. Parce que en fait, dans les problématiques du sommeil, il y a des gens qui ont du mal à s'endormir, il y a des gens qui se réveillent pendant la nuit, il y a des gens qui n'ont pas l'impression de mal dormir mais qui sont fatigués au réveil, il y a des gens qui ont envie de faire des siestes, des gens qui voyagent. Donc en fait, il y a énormément de problèmes. Il y a évidemment les pathologies, apnée du sommeil, insomnie, narcolepsie, les maladies neurodégénératives qui impactent le sommeil, etc. Donc le modèle One Solution Fits All ne peut pas fonctionner, et donc en fait on a encore beaucoup de travail. Donc notre locomotive, donc le produit est un peu un modèle de plateforme, pas au sens de l'iPhone où il y a des développeurs extérieurs qui vont implémenter des apps sur notre bandeau, mais au modèle c'est un hardware qui évolue, c'est-à-dire que tous les ans et demi, tous les 2 ans, on a un produit hardware qui évolue, on est déjà en train de développer le deuxième qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, avec beaucoup plus de capteurs, etc. Donc l'objet physique en soi évolue, mais au-delà de ça, les fonctionnalités évoluent. Et on va implémenter de plus en plus de fonctionnalités. On ne peut pas avoir une fonctionnalité pour tout le monde. Donc là, je parlais de sommeil profond et de réveil, mais on a d'autres choses. On a l'endormissement, on a des choses en journée, on a beaucoup d'applications qu'on est en train de développer. Donc en fait, notre but à 5 ans, et c'est déjà, je pense, ambitieux, c'est essayer de devenir la référence sommeil. Et par rapport à toutes les solutions consumer. Mais pas forcément que le consumer. C'est-à-dire qu'on se rend compte que en fait, le sommeil, on a de la chance qu'on est sur un sujet qui, pour le coup, touche tout le monde. Et donc, en fait, il y a beaucoup de problématiques. Le produit consumer ne pourra pas forcément fonctionner dans tous les cas. Donc, il y a des cas spécifiques. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais des cas spécifiques sur l'aérospatial, les militaires, les sportifs de haut niveau, où c'est des cas d'usage complexes, particuliers, qui vont demander une adaptation du produit. Et donc,
la locomotive, c'est le consumer, avec le développement des produits et l'amélioration des produits et le développement de nouvelles fonctionnalités, pour essayer de récupérer un maximum de cas d'usage de segments, donc les différents problèmes de sommeil. Après, il y a les segments secondaires qui se basent sur la technologie, le produit dédié, mais pour attaquer de nouveaux marchés ou de nouveaux segments. Et donc voilà, donc ça c'est un peu l'objectif à 5 ans. Et après, effectivement, l'objectif le plus long terme, c'est en fait, à chaque progrès qu'on fait sur le produit sommeil, on fait un progrès sur la technologie qu'on développe. Et si on résume bien la technologie qu'on développe, c'est en fait un ordinateur miniature qui en temps réel interprète et analyse l'activité cérébrale et qui fait des choses. Donc qui fait des choses, ça peut être effectivement des stimulations pour induire du sommeil profond, mais ça peut être aussi beaucoup de choses. Donc on a identifié beaucoup de domaines et on est assez convaincus tous dans l'équipe que le domaine des neurotechnologies, c'est-à-dire les neurosciences fondamentales et les technologies avancées, on voit bien sur l'électronique, etc. En fait, la fusion de ces deux domaines-là, ce qu'on essaie d'opérer, peut mener à beaucoup de nouvelles applications dans plein de domaines. Et les domaines, ça peut être l'éducation, l'augmentation cognitive, l'augmentation physique, donc le sport, la réalité virtuelle, les interfaces cerveau-machine. Et il y a tout un tas de domaines qui, en fait, sont hyper intéressants. Et la question, c'est quand est-ce qu'on le fait. Donc, ça va dépendre du funding, ça dépend de l'argent qu'on a pour le faire, et ça dépend aussi de la maturité de la technologie pour avoir quelque chose de bien pour le consumer. Donc on a beaucoup de projets dans ce domaine-là et on avance dans cette direction-là. Est-ce que c'est une forme de transhumanisme? Est-ce que l'entreprise est transhumanisme? Et l'entreprise dans les deux sens du mot? Bon, faut voir ce qu'on appelle transhumaniste. Il y a le transhumanisme qui fait peur et il y a le transhumanisme plus rationnel. Je pense que oui, quelque part, on a un fondement transhumaniste dans la mesure où on essaye d'augmenter quelque chose. Mais je pense qu'on est aussi transhumaniste cathol, qui fabrique des lunettes, ou des fabricants de béquilles. Après, c'est vrai que ce qui est un peu impressionnant dans la théorie du transhumanisme, c'est que comme il y a une accélération des évolutions technologiques et d'usage, on a l'impression que voilà, on va tout chambouler, la nature même de l'homme va être modifiée, etc. Je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, que ce soit nous ou d'autres, on va dans une direction où on va sur l'augmentation de l'homme et du cerveau. Pourquoi? Il y a un des éléments qui est intéressant, c'est l'intelligence artificielle. On voit bien qu'on va arriver à une intelligence artificielle forte dans quelques années. On est sur le chemin même plus rapide que ce qu'on avait prévu. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'on a envie d'avoir des intelligences artificielles plus intelligentes que les humains? Voilà. Après, donc, c'est des éléments, après il n'y a pas que ça, c'est un sujet complexe, il y a beaucoup de choses, mais c'est des éléments qui montrent qu'effectivement, on va dans cette direction-là. Après, il y a énormément de considérations éthiques à avoir. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, ce qui est compliqué, c'est la frontière entre soigner et augmenter. Par exemple, si je te propose d'avoir un implant cardiaque ou un organe artificiel parce que tu as maladie, je ne pense pas que tu refuses. Et en réalité, c'est de l'augmentation. On fait de choix de certaines trisomies à la naissance, c'est de l'eugénisme, c'est-à-dire de la sélection par les gènes. Alors après, est-ce qu'on ne veut pas aussi que son bébé ait les yeux bleus et 180 de QI? Voilà. Bon, après, toutes ces thématiques-là, c'est des choses assez particulières. On n'est pas sur ce créneau-là du tout. On est sur quelque chose où, en fait, dans notre cas, on ne modifie pas le fondement du cerveau ou la perception ou la conscience. On est vraiment sur de la stimulation, c'est-à-dire qu'on est un peu comme un pacemaker, c'est-à-dire qu'on aide le cerveau à avoir un rythme qu'il a déjà naturellement. Donc on ne transforme rien. Donc on n'est pas là-dessus. Mais il y a évidemment un peu une teinte de ça dans ce qu'on fait aussi. Ok. Bon, ben, j'ai une autre question un peu plus étrange. Est-ce que tu ne penses pas que ce bandeau peut faire baisser la procréation? Parce qu'on dort plus? Bah, non, parce que c'est pas sûr que ça soit pratique pour procréer, quoi. Alors, j'ai déjà fait des choses avec ce bandeau et c'est absolument pas gênant. Donc, ok. Voilà, si vous avez une inquiétude là-dessus, je peux vous dire que ça marche plutôt pas mal. Ouais, j'ai des tracés. Ça s'était vu sur les tracés. D'ailleurs, parce qu'il y a un accéléromètre aussi dedans. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est quelque part une bonne question parce que il y a l'aspect lifestyle derrière. C'est-à-dire qu'en général, un wearable, c'est moche. Bon, en vrai, en général, même les bracelets connectés, tout ça, c'est pas très beau. Donc, je pense qu'il y a une évolution, quoi qu'il arrive, qui est même les marques de luxe ou les marques de wearable tendent vers le luxe, les marques de luxe tendent vers les objets technologiques. Sous-entendu du LVMH ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire. Apple, c'est un bon exemple avec la Watch Hermès. Mais en fait, sur notre bandeau, on a des réflexions aussi lifestyle qui ne sont pas prioritaires par rapport au service qu'on offre, ou au confort, ou à la légèreté du bandeau. Mais on va dans une direction sur le prochain produit qui est un peu plus stylé.
Oui, parce que du coup, en me renseignant, j'ai lu qu'il y avait aussi beaucoup de wearables connectés qui ne fournissaient pas beaucoup de résultats. Est-ce que tu confirmes ça? Que les montres Withing ou enfin, que la plupart des appareils qui essayent de mesurer le sommeil sont relativement mauvais? Oui. Alors, oui, et puis ça a été vérifié comme à plusieurs reprises. Il y a beaucoup d'études en fait qui ont comparé. Donc, en fait, la mesure de référence, je ne parle pas de l'activité en journée, parce que ce n'est pas notre domaine. Je vais plutôt juste me concentrer sur le sommeil. Euh, L'appareil de référence, c'est le polysomnographe. C'est l'instrument de torture dont je parlais avec les 40 électrodes et la boîte électronique à côté. Donc c'est ça qu'on utilise en laboratoire pour savoir comment on dort. Donc il y a eu des tests, et nous, on en a fait aussi nous-mêmes en interne, on utilise un polysomnographe, on utilise des trackers d'activité, et on compare les phases de sommeil par rapport à ce qui a été dit. Bon. On voit très rapidement en fait, que c'est faux, qu'il y a d'énormes différences entre eux, et que ça dit un peu tout et n'importe quoi. Alors après, il y a des wearables qui sont plus précis que d'autres. Ça reste très aléatoire, et ça vient du fait tout simplement qu'un accéléromètre n'est pas un électroencéphalogramme, et que les phases de sommeil sont définies scientifiquement et de base par l'activité cérébrale. Après, bon, voilà, je ne vais pas préciser qui en particulier, mais il y a eu, par exemple, enfin, si je donne un exemple quand même, il y a eu un exemple récemment, Fitbit par exemple a eu plusieurs procès qu'ils ont perdus sur le manque de précision du wearable, notamment sur le sleep, sur les sleep staging, enfin sur la classification des phases de sommeil. Sur ça et sur le mesurement du pouls, la mesure du pouls. Voilà. Donc après, bon, c'est un peu normal parce que c'est des produits qui sont compliqués. Je ne suis pas là du tout pour critiquer ça parce que je pense qu'ils apportent quelque chose de. C'est des produits simples d'utilisation, donc ils apportent quand même des informations. En fait, ils ont eu des bons résultats sur le fait que ça faisait bouger les gens, et je pense que c'est un de leurs buts qu'ils avaient. Après, sur la précision de comment je dors, c'est pas des objets précis. Ok, ok. Ah, alors que cet objet-là extrêmement précis, il y a quelle marge d'erreur en comparaison avec un hôpital? Enfin, En fait, enfin, avec un vrai encéphalo. électroencéphalogramme. Voilà, merci. En fait, il y a plusieurs trucs, mais pour la faire un peu courte, on a une marge d'erreur qui est inférieure à l'erreur qu'il peut y avoir entre deux médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le standard, donc je parlais du polysomnographe, mais après, comment sont analysés ces tracés, parce qu'une fois que tu as vu des tracés, c'est pas pour autant que tu as dit dans quelle phase de sommeil tu te trouvais. Donc après, tu as un médecin, c'est le gold standard, c'est-à-dire que c'est même pas un algorithme, c'est un médecin qui dit, bon bah là, c'était du sommeil léger, là, c'est du sommeil profond, là, c'est du rêve, etc. Donc nous, on a testé ça, notre produit, avec nos algorithmes contre un polysomnographe et un médecin, sur la même personne et la même nuit. Et donc, en fait, il y a une marge d'erreur de 10 à 15% entre deux lectures de médecins. Et donc nous, on est inférieur à ça. Donc on a une corrélation qui est à peu près à 90%. Et sur du coup les stimuli qui sont apportés au niveau de la nuit, il y a quoi comme marqueur de résultat? C'est quelle, quelle différence entre une nuit avec le bandeau et sans? Alors on a S'il y a des indications un peu bien sûr, ouais, précises. si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site, on a des white papers qui parlent de ça. On n'a pas nos publications encore, parce qu'on n'a que 2 ans, et en fait on est en train de rédiger l'article, et le temps de l'accepter, les grosses publications dans les papiers qu'on vise seront plutôt en 2017. Mais pour l'instant, des white papers qui parlent un peu de nos résultats. Et globalement, on regarde deux choses. On regarde l'augmentation objective de la qualité de sommeil et l'augmentation subjective. En fait, quand on y pense, le sommeil, c'est un peu dur, parce que si je vous dis, vous avez bien dormi, mais tu sens que tu es crevé, alors que pourtant c'est vrai que tu as sans doute bien dormi par rapport à tes phases. En fait, c'est pour ça, en fait, la complexité du sommeil se trouve là. C'est qu'il y a deux crans. Il y a le cran objectif et le cran subjectif. Donc, le cran objectif, il est lisible par rapport à la structure des phases, par rapport à ce qu'on appelle le nombre d'oscillations lentes par minute, qui est un peu une notion de densité de sommeil profond. Après, il y a la durée des phases, il y a le temps d'endormissement, il y a différentes métriques comme ça qu'on regarde. Et après, il y a les augmentations objectives de performance physique, cognitive. Est-ce que je me sens en forme, réveillé le matin, je fais des exercices d'attention, de réflexe, est-ce que je suis bon ou pas? Et après, il y a des choses plus subjectives, c'est-à-dire comment je me sens. Et finalement, le subjectif est important et c'est le plus dur à voir, parce que typiquement, c'est encore une échelle utilisée par exemple pour la douleur. Quelle douleur vous avez sur une échelle de 1 à 10? C'est ce qu'on utilise aussi pour le sommeil, donc comment vous vous sentez en termes de fatigué, pas fatigué, sur une échelle de 1 à 10. Et donc on mixe un peu tous ces résultats-là, et on voit en fait des augmentations assez significatives. Donc je ne vais pas détailler chaque cran, mais c'est assez significatif dans nos résultats. Sauf que, encore une fois, le chemin est long, il y a encore beaucoup de choses à développer. Et comme j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas une fonctionnalité qui va tout changer, c'est un très bon début.
en tout cas par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. On a encore plein de choses à faire pour couvrir tout, quoi. Ok, ok, très bien. Du coup, on va demander si vous avez des questions. Je rebondis un peu sur ce qui a été dit plus tôt, mais justement, les wearables, on voit qu'il y a un problème d'usage et d'adoption. À la limite, on l'achète, mais on va finir par le mettre sur son bureau dans un coin. Vous, c'est quoi votre stratégie pour garantir justement l'usage du bandeau sur le long terme? Bah, je pense que en fait, le seul point important qui compte là-dedans, c'est l'efficacité du produit. Bon, pourquoi on ne sert plus de son wearable? Parce qu'il n'apporte pas assez d'utilité. Alors, en fait, effectivement, il y a des drops dans les utilisations au bout de Ouais. 2 semaines. Donc ça, c'est les gens vraiment qui en ont marre de le charger, pour qui ça ne sert à rien. Ouais. Après, il y en a 2-3 mois, puis après, il y en a d'autres. Et au final, il y a très peu de personnes qui continuent de s'en servir, à part ceux qui aiment bien les données pour les données. Et on voit bien que le problème de ça, c'est qu'en fait, ça n'apporte pas assez de valeur. Donc, il n'y a aucun intérêt que tu mettes un wearable tous les jours, que tu le recharges, si ça n'apporte pas assez de choses. Donc, nous, on se dit qu'effectivement, on demande sans doute un peu plus qu'un bracelet. C'est quelque chose qu'on met sur la tête. Mais alors, évidemment, on a tout un travail sur l'UX, sur l'expérience pour créer une routine, se mettre dans une routine. Donc, on a beaucoup d'études là-dessus. Mais au-delà de ça, je pense que on a beaucoup de techniques hein, après sur ce qu'on va proposer en journée dans l'application, sur un peu des idées de conseils, de recommandations, mais un peu plus individualisées et précises que ce qu'on peut avoir dans les wearables traditionnels. Mais au-delà de ça, c'est juste on va être jugé sur l'efficacité. Est-ce que ça améliore mon sommeil ou pas? Et là-dessus, on est très confiant, et c'est là-dessus qu'on est confiant pour les métriques d'usage. Et ça, justement, tu t'en rends compte le matin en te réveillant, comme ce que tu disais, je me sens fatigué ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres façons de t'en rendre compte? Voilà, c'est ça, c'est que il y a l'aspect subjectif, donc que tu vas ressentir, que tu vas qualifier, tu vas voir que tu vas ressentir, qui est variable en fait, qui est quelque chose d'assez variable parmi les individus, parmi ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de facteurs. Et après, il y a l'aspect plus objectif, où par la visualisation des données, voir comment effectivement on a dormi, on arrive à se rendre compte de ça. Après, il y a forcément aussi des impacts un peu plus long terme qui sont bénéfiques, mais qui sont durs à évaluer aujourd'hui, parce qu'on vient de lancer le produit. Donc, en fait, le sommeil aussi, le problème du sommeil, c'est qu'un mauvais sommeil, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'un mauvais sommeil sur plusieurs années euh, induit des maladies, enfin, entraîne des maladies, principalement neurodégénératives. Donc, on sait qu'Alzheimer et Parkinson ont un lien avec le sommeil. On sait que l'hypertension et l'obésité ont un lien avec le sommeil. On peut prendre 2 kilos sur une semaine si on a dormi 1 heure en moins par jour. Des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qui sont corrélées au sommeil, on le sait. Donc, en fait, nous, maintenant, le but, ça va être de prouver ça à l'inverse, à partir de l'amélioration du sommeil, sur des effets un peu plus moyen terme, long terme, ce que ça donne. Donc évidemment, on ne va pas se prononcer aujourd'hui là-dessus, mais en tout cas, c'est des domaines qui sont intéressants pour nous. Ok. Et j'en profite du coup, après je rends le micro, mais en termes de commercialisation et votre stratégie de distribution, là vous en êtes où? Donc là, je vous invite tous à vous ruer sur notre site internet rhythm.co. Merci. Donc là, en fait, on a lancé un programme, une série limitée de 500 produits. Donc c'est sur inscription, donc les gens vont s'inscrire sur le site, répondre à un questionnaire et nous on sélectionne 500 personnes. On a encore des places de libre si ça intéresse certains d'entre vous. Et en fait, en parallèle, on développe la V2. Je ne peux pas trop rentrer sur la timeline du prochain produit et sur la stratégie marketing. On est en train d'élaborer ça en ce moment. Mais globalement, en fait, c'est un peu dur. Bon, voilà. Le but, ça va être de convaincre. Voilà. L'objectif de la stratégie marketing, de toute la stratégie marketing, c'est de convaincre de manière intelligible. C'est-à-dire que c'est un produit très compliqué qui se veut très grand public. Donc, on ne peut pas rentrer dans le détail de la neuroscience, de la neurotechnologie. Pourquoi on n'a pas 40 minutes en face des personnes pour leur expliquer les fondements neuroscientifiques, neurotechnologiques, etc. Donc, le marketing, le change marketing, c'est de dire comment je prends tout ce truc très compliqué et j'en fais quelque chose de simple et je convainc directement la personne. Pour ça, il y a plein de techniques et sans paraître évidemment bidon. Parce que si on va trop vite et mal, on peut dire bah, c'est quoi ces charlatans? Donc il y a tout un trade-off à faire là-dessus, et donc les différentes tactiques marketing qu'on implémente, c'est autour de cette idée-là. Bah déjà, merci d'être là. Enfin, moi, je trouve ça passionnant comme idée. Mais j'avais une question plus. Donc, une fois qu'on a vu, bon, l'idée est incroyable, il y a une vision assez, enfin, qui fait vachement réfléchir derrière. Est-ce que vous avez une vision de long terme d'un point de vue business? C'est quoi? C'est vendre du hardware? C'est utiliser des données? C'est comment ça monétise? Parce que vous parliez de financement, je pense que ça sera très
très corrélé avec justement ce qu'on va pouvoir faire avec ce genre d'outils, parce que voilà, enfin même des Apple, ils galèrent maintenant. Enfin, on peut se demander, voilà, est-ce que le hardware, ça fait une boîte énorme ou pas? Je pense qu'Apple, ils sont encore pas trop mal, hein. Ça Ils sont reste encore pas trop mal. Non, mais je veux dire, juste le fait Ouais, ouais, d'avoir non, que mais le hardware, je on est en comprends. train de dire, il manque peut-être un peu de, voilà, Je comprends. Bon, après, Apple, je pense que c'est un autre problème aussi, mais bon, alors le business, c'est une bonne question. Le business model, pour être tout à fait honnête, il est enfin, il est très loin d'être finalisé. Ça nous prend des années, je pense, pour trouver le ou les bons business models. Aujourd'hui, le modèle est assez simple. Le modèle, c'est de la vente de hardware et de services. On est en train de préparer un abonnement optionnel pour la personne sur le prochain produit, qui présentera des choses un peu différentes. Logiquement, le modèle freemium sur le hardware ne marche pas. C'est-à-dire que si on regarde Fitbit, les chiffres de Fitbit, les gens qui achètent l'app, il y a très peu de personnes, je crois que c'est 1% le taux de conversion. Pourquoi? Parce que en fait, l'app apporte quasiment rien. Donc en fait, soit l'app apporte quasiment rien, et à ce moment-là, pourquoi l'acheter? Soit elle apporte beaucoup, et du coup l'autre produit est dégradé, et du coup on se dit, je paye déjà un truc et je dois payer un autre truc. Donc je pense que ça, c'est un peu le truc touchy. Donc on a des idées là-dessus. Donc on a évidemment ça. Après, le business model dépend du segment. On a le consumer. Je pense que les modèles de revenus, de services sont hyper intéressants. On a pas mal d'idées. Il y a des modèles de leasing qui sont intéressants aussi. C'est quelque chose de très compliqué financièrement parce que c'est-à-dire que c'est la société qui paye le hardware en avance. Donc il y a des BFR importants avant de toucher l'argent tous les mois. Et il y a un risque. Il y a des modèles qui sont intéressants d'abonnement et qui sont issus du software qui sont un peu plus scalables. Après, il y a des sources de revenus. Il y a des sources de revenus qui peuvent être multiples. Il y a la vente du consumer, il y a la vente des autres produits ou technologies. On voit qu'il y a un champ large. Il y a des modèles de licensing, il y a des modèles de services, de vente de produits, et aussi après il y a le modèle des données qui sont derrière. Alors, les données, en réalité, nous on n'a pas pour objectif de les vendre, en tout cas pas tout de suite du tout, parce que en fait c'est très compliqué de savoir ce qu'on peut faire des données. On sait que c'est hyper intéressant. Alors après, évidemment, il faut le faire en plus dans un cadre très particulier. Il ne faut pas que ça nuise à quoi que ce soit sur la confidentialité ou sur la personne. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais les données, c'est un vaste domaine. On est au début de ça. On ne sait pas ce qu'elles valent. On sait que ça vaut beaucoup, mais on ne sait pas. Il y a très peu de business qui roulent sur les données. Ouais. Alors, si, mais au final, il y a très peu Google, de business model. Ouais, et au final, pas tout à fait, parce que la régie publicitaire, ça existe depuis des années. Quoi. Un business qui est que sur la donnée, qui est revendue en tant que donnée brute, il y en a très peu. Enfin, quand même, tu vois, oui, enfin, je vois, mais Google, ça reste basé sur les données. Leur business model, c'est basé sur les données. Ça marche bien, mais c'est un cas particulier, et je pense que dans le cas comme à l'époque, un affichage publicitaire, c'était basé sur des données, il y a tant de personnes qui vont le voir, etc. Enfin, c'est ça que je voulais dire, c'est que quelque chose qui est, voilà, on va vous donner des données sur des utilisateurs, et c'est le business model de la boîte, il y en a encore assez peu au final. Et il y en a beaucoup qui le vendent, mais il y en a très peu qui le font en réalité. Quoi. Exactement. Et nous, on ne le vend pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qu'on met en avant, parce que déjà, je pense que ça va être compliqué. Il faut faut identifier les bons usages pour qui s'intéresse vraiment. Et il faut que ce se fasse dans un cadre propre et éthique. Parce qu'il pourrait y avoir des solutions rapides, mais qui ne sont pas bonnes. Et derrière, de toute façon, je pense qu'on a entre le hardware, les abonnements et les autres trucs, beaucoup de choses à faire. Et la route est longue. Et je pense que c'est une boîte assez capital intensive. Donc, on va quand même pas mal lever de fonds, je pense, avant de trouver le bon business model. Bonsoir. Moi, je suis sur le site depuis tout à l'heure. Ok, super. Et je suis chaud. Franchement, je suis pas loin. Je suis pas loin de compléter le formulaire pour même de payer les 349 $ qu'il faut pour faire partie des 500 membres. En plus, je pense qu'il y aura certainement une petite réduction grâce aux gens du wagon, avec le fait qu'on fasse partie du wagon, mais on verra ça plus tard. On n'avait pas négocié ça. Hein. Pas encore. Ça va venir. Bon. Mais en fait, réellement, puis j'en ai discuté un petit peu tout à l'heure avec des personnes, on a du mal quand même à comprendre. On l'a dit avant, c'est dur de vulgariser, mais concrètement, on se met un truc sur la tête. Moi, aujourd'hui, mon téléphone, quand je le mets à côté de mon lit, il va me dire, voilà, tu as dormi à peu près tant de temps, et puis il va me réveiller dans ma phase de sommeil qui va bien, en principe. Sous ce prétexte, je vais me dire que je suis en forme. Mais, quoi, je sais pas, il manque un peu des choses pour y aller, quoi. Ça va me faire dormir plus longtemps dans mes phases de sommeil profond et ça va me réveiller au bon moment. C'est ça. Et via des choses qui se passent où on n'a pas bien compris quoi. Tout à l'heure, on a compris que c'était effectivement il y a à la fois des stimulations, puis peut-être un truc avec le son, l'oreille interne. Il y a eu plein de choses. Mais,
Et si on essaie de le faire simple, même si c'est compliqué. C'est un casse-tête pour moi depuis le départ, hein, parce que en fait, soit je vulgarise trop et ça devient plus vrai, ou soit c'est trop compliqué. Mais bon, globalement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on cherche à optimiser un peu la structure du sommeil, on cherche à induire du sommeil profond. Grosso modo, le sommeil profond est important pour la réparation, la récupération, le cerveau, les muscles et le corps se régénèrent et récupèrent de la journée pendant le sommeil profond. Donc nous, on veut booster cette phase de sommeil profond-là, qui va être dégradée parce qu'on dort mal, parce qu'on est stressé, parce que tout ça. On utilise pour ça, l'outil qu'on utilise pour ça, c'est la stimulation sonore. Une bonne métaphore pour ça, c'est que quand on dort, notre cerveau, il fonctionne un peu comme une balançoire. Okay, derrière ça, en fait, c'est une oscillation à 1 Hz. Mais bon, c'est une balançoire. Et donc, balançoire. Ok. Donc, si on fait rien, la balançoire s'arrête. Si on fait rien, la balançoire s'arrête sous le poids de la gravité, ça s'arrête. En revanche, ce que nous on va faire, c'est qu'une fois que la balançoire est en haut, on va la pousser. Et on voit bien qu'il faut la pousser au bon moment. C'est-à-dire que si elle n'est pas tout à fait en haut, si on la repousse, ça marche pas très bien. Donc, à chaque fois que la balançoire est en haut, nous on va la pousser. Et en fait, on aide le cerveau à rester dans ce rythme-là. C'est ça, ces fameuses ondes lentes, ces oscillations-là. Et en fait, en l'aidant à rester dans ce rythme-là, la conséquence plus macroscopique, c'est qu'on induit du sommeil profond. Le sommeil profond, c'est bien. Donc, on a des ressentis bénéfiques par rapport à l'importance du sommeil profond sur ce dont je parlais, consolidation de la mémoire ou autre. Bon, je vais essayer de retranscrire ça à ma femme ce soir pour la convaincre que je pourrais mettre ce truc-là. Mais on a Donc, le fait de réveiller au bon moment, c'est un truc parmi d'autres. Exact. Ça, j'ai jamais compris le truc de tu vas dormir une demi-heure de moins et ce sera mieux pour toi. Et alors, il y a deux fonctionnalités. Donc là je parlais du sommeil profond. En fait, quand tu t'endors, tu passes sommeil léger, sommeil profond. En fin de nuit, tu as une phase de rêve et c'est dans ces eaux-là que tu te réveilles. Le réveil, c'est un autre sujet, une autre fonctionnalité. C'est effectivement, si je te réveille en sommeil profond, si tu mets un réveil à 7h30, tu le mets de manière choisie par rapport à l'heure à laquelle tu vas te réveiller, mais tu ne mets pas par rapport à tes phases de sommeil, parce que tu ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc il se peut que tu te réveilles pendant une phase de sommeil profond, une phase de rêve. Et si tu te réveilles pendant cette phase-là, tu vas être crevé, grosso modo parce que ton cerveau fait des choses et que tu le réveilles pas au bon moment. Donc c'est pas un réveil naturel. Donc pour éviter ça, en gros, on a une plage de 20 à 30 minutes avant, donc tu dis je vais me lever à 7h30, et on va être réveillé entre 7h et 7h30 à un moment qui est bon pour toi. Et un moment qui est bon, ça signifie un moment qui est du sommeil léger, enfin autre de sommeil profond ou sommeil rêve, quoi. moi, juste ma dernière question, Ouais. c'est est-ce que le réveil se fait via le bandeau, c'est-à-dire que c'est un réveil qui fait pas de bruit, comme ça quand je me lève plus tôt, ma femme elle crie pas, et personne ne le sait sauf moi qu'il faut que je me réveille. Oui, donc ça c'est un bon. Génial, ok, Voilà. c'est bon, j'y vais. C'est bon? Oui, merci, c'est bon. Mais non, mais ce qui est assez rigolo, c'est que cette fonctionnalité marche marche bien. Mais effectivement, c'est par conduction osseuse, donc il n'y a que toi qui l'entends et pas la personne à côté. Vous êtes les premiers à avoir essayé de modifier les phases de sommeil chez des individus, ou ça se faisait déjà dans des hôpitaux anciennement? Ça remonte à très longtemps en fait. Le principe de vouloir modifier un peu l'activité cérébrale ou les phases de sommeil par des choses extérieures, ça existe depuis longtemps. Ça existe beaucoup, en fait, ça existait beaucoup, surtout dans les laboratoires. Dans les laboratoires, il y a énormément de choses qui... Enfin, en fait, nous, on s'inscrit dans une lignée de découverte en laboratoire en neurosciences. Donc ça, effectivement. Après, en termes de produits, non. Alors, tu as des choses qui existent. Tu as les playlists Spotify, par exemple. Tu peux très bien dire que la playlist Spotify, pour aider à s'endormir, modifie quelque chose. Après, c'est pas de la stimulation, bien, ça regarde pas comment ton cerveau fonctionne, c'est pas en temps réel et c'est pas efficace pour tout le monde et tout ça. Mais l'idée, le concept, en fait, existe déjà, quoi. Et bonjour, j'apprécie beaucoup cette explication élaborée. Et pour moi, c'est pas trop compliqué de comprendre tout ça. En Tant plus, au contraire, comme consommateur, je vois un très grand besoin, surtout si on est sportif, même si on est travailleur, notre temps de sommeil ça réduit à 6 heures pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est très important d'avoir ce type d'aide. Mais par contre, en revenant au marketing avant, est-ce que vous avez considéré Kickstarter? Parce que pour moi, cette idée est géniale pour Kickstarter et il me semble très simple à comprendre. Et pour moi, c'est le public parfait pour votre application. En fait, on a voulu s'éloigner c'était un choix, de s'éloigner de Kickstarter pour deux raisons. On n'a pas eu envie d'être mélangé à d'autres produits en termes de compréhension, c'est-à-dire que bon, déjà, je pense que Kickstarter est intéressant, et je pense que c'est pas forcément la chose qui prouve réellement le marché ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un outil qui est intéressant pour faire un peu d'awareness au départ sur le produit. En fait, les deux choses qui nous ont un peu repoussé de Kickstarter au départ,
c'était le fait que, bon, en fait, effectivement, il y a une problématique de confusion avec d'autres produits. Il y a beaucoup de produits qui sortent sur le sommeil, beaucoup de gadgets, et on n'avait pas envie de tomber dans la catégorie, parce qu'une personne qui est sur Kickstarter et qui a déjà vu 10 produits sommeil, de dire, bon, c'est à peu près pareil. Donc ça, on voulait éviter la confusion. L'autre chose, c'est qu'on voulait maîtriser la marque, et Kickstarter offre pas ça. C'est-à-dire que Kickstarter, c'est une page avec une vidéo et puis du texte, mais on ne peut pas créer un univers autour, et même si on ne l'a pas encore créé, c'est ça vers lequel on tend, et on a voulu essayer par nos propres canaux, donc on a essentiellement RP, donc médias, on a eu beaucoup de publications médias, on a eu plus d'une centaine en 2 mois, donc par rapport à ça, ça a plutôt bien marché. Donc je pense qu'on aurait pu avoir un projet Kickstarter à 1-2 millions assez facilement, et avoir beaucoup de backers derrière, je pense sans trop de difficultés. En revanche, je ne pense pas que c'était pas notre objectif, et l'aspect marque de la société est quelque chose d'important pour nous, qu'on essaie de construire, et je pense que Kickstarter n'est pas le meilleur outil pour créer une marque. Merci. On va essayer de faire un peu dans l'ordre. Bonjour, merci pour votre retour. J'avais une petite question, c'est est-ce que, j'ai bien compris que ce n'est pas votre main focus pour l'instant, mais est-ce que vous pensez pouvoir utiliser des données pour faire du diagnostic? Et donc, quand on parlait tout à l'heure d'utilisation de données, potentiellement de faire du renvoi de données vers son médecin ou vers une base de données type carnet de santé en ligne vers lequel on tire pour le moment, et donc de se dire, ok, la donnée, on ne la vend pas, on la met à disposition du carnet de santé en ligne qui est en train d'arriver et du médecin, et de dire, ok, on a remarqué que sur tel profil, il y avait tel défaut du sommeil, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un peu en train de tirer vers l'électroencéphalogramme de type simplifié, pourquoi pas le remplacer, je pense un jour aussi. Du coup, de dire notre produit qui est quand même typé consumer à la maison, etc., pourrait arriver dans les hôpitaux et pourrait aussi récupérer de la donnée pour faire du diagnostic sur des choses sur lesquelles qui est assez tabou en termes de diagnostic pour le coup au niveau du cerveau. C'est un très bon point, et c'est des sujets qu'on regarde. Alors, on n'a pas un positionnement médical aujourd'hui. Nous, notre stratégie dès le départ, on avait le choix au début au moment du laboratoire et de la technologie qu'on développait, on s'est dit on va vers où? On va vers du médical, on va vers du grand public. On a choisi le grand public pour 2 raisons. Je pense que le grand public, ça reste le meilleur moyen d'avoir un impact conséquent et important sur un nombre de personnes importantes. Donc c'est le meilleur moyen pour le monde médical. Quand on regarde le chemin hôpital, c'est-à-dire pour les gens qui dorment mal, c'est peut-être 10 000 personnes en France, alors qu'il y a un tiers de la population qui dort mal. Donc c'est l'une des raisons. L'autre raison, ça a été, il y en a 3. L'autre raison, il y a toujours 3 points de façon. L'autre raison, ça a été la génération de données. C'est ce que tu mentionnes. Nous, on a une vue très machine learning dans notre approche. Et le machine learning, en fait, ça se colle très bien à la problématique de l'EEG. En fait, l'EEG, c'est un problème assez complexe. Et le sommeil, c'est un problème assez complexe parce que tu as une grande variabilité. Tu as une variabilité sur un individu d'une nuit à l'autre et entre les individus. Donc, c'est un problème qui est assez intéressant, et nos algos marchent bien là-dessus. Donc, en fait, on se dit que constituer une base de données très importante nous permettra de voir beaucoup de choses. Et dans les choses, quand tout à l'heure, je mentionnais comprendre mieux le sommeil et le cerveau, j'inclus des problématiques de prédiction de pathologie. Je crois beaucoup à la médecine prédictive. Je pense que le modèle de la médecine actuelle est un peu, je ne vais pas dire archaïque, parce que on travaille avec beaucoup de médecins, donc c'est pas vrai, c'est pas archaïque, mais il y a un côté un peu, je me mets à saigner du nez, je vais voir un médecin qui m'emmène dans un hôpital, qui me dit ce que j'ai. Et le côté, si on arrive à avoir des produits qui sont fiables et qui génèrent de bonnes données, avoir de l'acquisition en continu nous permettrait sans doute, et j'en suis assez convaincu, de dire dans 5 ans ou dans 10 ans, tu vas avoir Parkinson, ou tu as 80% de chances d'avoir Parkinson. Je pense que c'est des projets qui sont intéressants, et donc c'est l'une, quand je parlais de le drive et consumer, il y a des projets en parallèle. Le monde médical est ultra intéressant, c'est un monde complexe, qui est très régulé. On a beaucoup de partenaires scientifiques et médicaux, on travaille avec des médecins, donc c'est des sujets qui sont compliqués aussi, c'est-à-dire que sur les maladies, on ne peut pas juste, il faut ne pas faire d'erreur, donc ça peut demander beaucoup de tests. Et à un moment donné, ça nous intéresse d'effectivement croiser un peu ça, croiser cette grosse amas de données grand public, avec des patterns un peu plus médicaux, et voir un peu si on retrouve ces patterns ailleurs, et jouer un peu sur ces données-là. C'est l'un des sujets intéressants. Ouais. Bon, j'enchaîne du coup. J'ai 2 petites questions, marketing un peu anecdotique et éthique. En fait, marketing, je me demandais juste, est-ce que vous aviez des cibles que vous aviez identifiées en tant que premier utilisateur, je sais pas, des personnes âgées, des célibataires, parce que le casque, c'est pas terrible pour dormir, etc. Et l'autre question, c'était plus, là, on a l'impression que vous agissez beaucoup sur
sur les effets avec les stimulations et le machine learning. Mais en fait, les vraies causes du mauvais sommeil, je sais pas, on est à Paris, on entend un scooter, on met des boules de caisse à 50 centimes, on dort vachement mieux. On le fait pas parce que parce que c'est insupportable de dormir toutes les nuits avec des boules de caisse. Est-ce qu'il n'y a pas un travail quand même sur les causes? Parce que, enfin, on se dit voilà, ça va agir un peu sur, voilà, ça va améliorer un peu, mais au final, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus grave de société sur le sommeil qui est qu'en fait, bah voilà, on bosse trop, on dort pas assez, on stresse pour des raisons, là, on fait des cauchemars, mais parce qu'on stresse pour plein de choses. Et est-ce que finalement, améliorer, on est dans l'augmentation, l'amélioration, mais est-ce que finalement, ça va pas, voilà, ça agit sur un effet, mais bon, c'est un peu, voilà, enfin, c'est un petit peu un Doliprane, quoi, mais ça résout pas vraiment le problème. Voilà. Je pense que c'est parfaitement l'inverse. On est tous conscients qu'effectivement, alors voilà, si par exemple tu as une problématique de sommeil et que je te dis ne stresse pas, bah, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, et c'est bien pour ça que le nombre de personnes qui dorment mal et qui s'en plaignent est de plus en plus important, même si les gens sont conscients. On peut aller voir des médecins, on peut prendre donc en fait tout ce qu'on appelle les thérapies comportementales ou les habitudes ou sur le stress, se calmer, avoir de l'activité sportive, etc. Tout ça on peut l'inclure et on va l'inclure dans le produit, mais on voit bien que c'est pas le truc qui a résolu le problème jusqu'ici. Et je pense qu'au contraire la source c'est pas les facteurs externes, la source c'est le cerveau, parce que c'est le cerveau qui régule le sommeil. Donc je pense qu'au contraire, ce qu'on fait est bien plus à la source que dire ne regardez pas votre smartphone. Alors évidemment, bon, voilà, il y a des petits, après c'est des petits plus, mais on voit bien que voilà, c'est des petits plus qu'on peut proposer, on peut se mettre dans un écosystème, mais ce qui reste la source et sur la compréhension et sur l'action du sommeil, ça reste le cerveau. Donc c'est pour ça que je pense que ce qu'on fait, et tu vois bien les conseils, c'est-à-dire que les gens qui dorment mal vont voir et on va leur dire faites du sport, mangez équilibré, couchez-vous à des heures régulières, ne travaillez pas trop, mais bon, tu as un boulot, tu vas pas te dire je vais dormir plus. Enfin, on voit qu'il y a une contrainte de l'environnement et de la société sur lequel l'homme doit rattraper son écart. Donc on doit rattraper un peu notre... Le monde autour de nous évolue et la technologie nous aide à le faire sur la communication par exemple, ça a été révolutionné complètement. Je pense que le sommeil c'est aussi l'un des domaines qui doit être amélioré et la technologie peut apporter beaucoup et la neuroscience encore plus. Après sur les cibles marché, on est en pleine étude, on est en pleine recherche là-dessus, on est évidemment plein d'idées, mais pour un peu simplifier, globalement, il y a un cadre relativement classique. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les personas, je ne vais pas citer 15 personas avec des use cases précis, parce qu'il y a beaucoup de use cases, mais globalement, il y a des gens qui dorment moyen, pas terrible, et qui du coup sont un peu fatigués, qui sont concernés par leur bien-être global, qui ont déjà acheté Fitbit, Jawbone, qui l'ont jeté à la poubelle au bout de 3 semaines, et qui font peut-être un peu de méditation, qui essaient des trucs, mais qui n'arrivent pas vraiment à résoudre leurs problèmes de sommeil. Donc une catégorie well-being qui est évidemment importante. Il y a une catégorie médicale où c'est des gens plus qui ont des vrais troubles de sommeil. Alors nous, attention, on n'est pas un dispositif médical, donc on n'a pas de positionnement thérapeutique ou de diagnostic sur ce produit-là. Mais c'est quand même une population qui est intéressée par des produits autour du sommeil. Et la troisième catégorie, je dirais que c'est l'axe performance, qui est, je trouve, assez intéressant, qui est où en fait on se dit, alors c'est pas l'axe le plus direct, parce que quand on se dit je veux être plus performant, peut-être qu'on va prendre des cachets, de l'adéral, des drogues ou autre chose, mais c'est quand même un axe qui est intéressant, où se dire bah, j'aimerais dormir moins, ou j'aimerais dormir, je dors que 5 heures, 4 heures par nuit parce que je suis hyper productif, j'aimerais me sentir mieux, avoir plus de performance physique ou cognitive, donc c'est une population qui est aussi intéressante. Je suis désolé, on est censé arrêter bientôt. Si tu veux, j'ai 10 minutes encore. Ok, très bien. Du coup, on va prendre les 3 questions qui sont devant. Je suis désolé, et puis on va arrêter. Je commence. C'est très bien, vous favorisez les phases de sommeil profond au détriment donc des autres phases. Quels sont les effets négatifs? Parce qu'on a besoin aussi des autres phases de sommeil. Bien sûr. Alors, c'est pas au détriment d'autres phases. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère. C'est un peu le problème de la vulgarisation, en fait. C'est que justement, on peut pas. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les ondes lentes. On augmente l'amplitude des ondes lentes et on déclenche des trains d'ondes lentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas écraser d'autres phases. Déjà, les phases transitoires, en fait, sont des phases transitoires. Donc, accéder plus rapidement au sommeil profond n'a pas de mauvais impact. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient un rythme qui est déjà là. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on fait, d'un point de vue neuroscientifique, c'est qu'on va modifier l'excitabilité d'un réseau de neurones, changer son seuil d'excitabilité et faire en sorte que la propagation des ondes lentes dans la boucle thalamocorticale soit plus favorisée. C'est-à-dire que
Et vous avez mesuré les éventuelles conséquences négatives ou pas de cette action, d'une part. Et puis deuxième question, parce qu'après on va me retirer le micro, vous avez pensé aux canaux de distribution, pharmacie, e-commerce, etc. Alors voilà, alors sur les side effects, alors déjà on a tout un pan théorique qui est basé sur la littérature, qui montre que ce qu'on fait a un effet très local et très temporaire, donc court dans le temps, et qui ne modifie pas comme un élément chimique qu'on va ingérer les neurones. Puis après, on renforce ça par des tests qu'on a fait, nos essais cliniques qui démarrent bientôt, donc on a toute la validation là-dessus sans trop d'inquiétude. Après, donc sur la distribution, je ne peux pas trop rentrer en détail de ce qu'on va faire, mais on va pas, il n'y a pas 40 000 possibilités pour la distribution. Enfin, si, en fait, il y a beaucoup de. Mais il y a le online et il y a le retail. Le retail, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui génère beaucoup de revenus, si ça marche bien. C'est quelque chose qui peut couler une boîte si ça marche mal. Et le retail, l'expérience retail est en général pas incroyable. Quand on va dans un magasin, l'expérience vente. En gros, on y va parce qu'on a entendu parler du produit, on va l'acheter ensuite, mais c'est pas quelqu'un qui va vendre le produit. Donc, un produit complexe dans son usage, et sans doute, c'est un peu risqué de le mettre tout de suite dans le retail. Donc voilà. Donc on va jouer un peu entre les deux, on va voir le timing, mais le retail est évidemment intéressant, ça donne accès directement à une population très large, mais encore, il faut convaincre les personnes qui vont dans l'expérience retail du produit, ce qui est un autre enjeu. Il y a l'aspect démonstration, manipulation du produit, qui est quand même intéressant. Voilà. En revanche, l'aspect physique ne veut pas dire forcément retail. On peut avoir des présences physiques sans être dans le retail mass market, à la Fnac ou chez Boulanger, quoi. Bonjour Marc, merci pour ton intervention. J'ai envie aussi de créer une start-up un peu dans ce domaine-là, neurosciences et tout ça. Et ma question c'est plutôt du point de vue de l'entrepreneur, comment tu as réussi à trouver des gens donc toutes les gens qui sont passionnés dans ce domaine-là des neurosciences, et comment tu as réuni ces personnes Tu parles RH ou partenaire RH et ensuite partenaire éventuellement. RH, essentiellement, c'était les réseaux d'écoles, par les écoles d'ingé et les laboratoires, par notre école et par les amis d'amis. Donc les premiers recrutements sont faits comme ça. Aujourd'hui, on recrute assez facilement, parce que dans les écoles, on est assez connu, dans les laboratoires aussi. Après, sur les aspects neuroscientifiques, donc les partenaires, on a débuté dans un laboratoire. Donc nos premiers partenaires, c'était les gens avec qui on travaillait. Et puis après, on a étendu ce groupe-là parce qu'on a une envie d'agrandir nos thématiques de recherche. Donc du coup, on va les développer de nouveaux partenariats. Donc on rencontre des gens et en fait, je pense ils acceptent de travailler avec nous parce que les sujets sont intéressants, qu'on est sérieux et rigoureux. Il y a un peu une réticence souvent des laboratoires envers les startups parce que les startups peuvent vouloir associer leur nom ou leur message à leur startup pour vendre des produits, ce qui n'est pas notre approche. Notre approche, c'est de faire de la science avec eux. Donc, je pense que c'est comme ça que ça marche. Et puis après, sur la RH, je pense que la boîte leur plaît et que les challenges leur plaisent aussi. D'accord, ok. Une autre question, c'est comment tu as réussi à Tu veux la reposer plus tard? Ouais, je la reposerai plus tard. Oui, bonjour Laurent, je voulais revenir sur ce défi que tu as clairement identifié, qui est de passer d'une techno, d'une neuroscience à la vulgarisation et donc au consumer. Parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé finalement du consumer. Alors tu viens de parler des personas, des use cases, mais moi j'ai commandé le produit, je l'attends d'ailleurs, et on me l'a confirmé, donc tout va bien, voilà. J'étais débité, tout va bien, mais... tout le monde est à Taïwan là, pour te livrer ton mandat. Bon. Il arrive. Mais je suis passé par les mêmes phases que monsieur décrivait tout à l'heure. C'est effectivement, mais est-ce que je vais vraiment prendre ça? Est-ce que tous les soirs je vais mettre ça sur la tête? Que va dire ma conjointe? Est-ce que j'en prends deux du coup? Parce que, enfin voilà, il y a eu ces phases un peu de motivation et de frein en permanence avant de décider en disant bon ok. On va faire le con, on y va, et puis on verra, justement, c'est ça qui est sympa. Mais du coup, est-ce que vous avez fait, sur le plan marketing, des études vraiment clients, consommateurs, utilisateurs, sur notamment leurs freins et leurs motivations, pour comprendre justement, parce que le gap me paraît tellement énorme, effectivement, pour transformer ça en produit consommateur, surtout si demain, éventuellement, vous allez plus ou moins vers le retail, ce que tu disais, enfin, Foxo, c'est quand même... C'est un très bon point, et
je ne suis pas rentré dans le détail de la stratégie marketing. Quand je disais le maître mot, c'est de convaincre. En fait, c'est convaincre et on a identifié ces axes-là qui en fait sont les potentiels freins, que ce soit sur l'efficacité, la sécurité du produit, le confort, la routine, qu'est-ce que ça représente vraiment en termes de bénéfices. Et en fait, pour chacun de ces challenges et ces freins potentiels, on a des techniques, on a des tactiques. C'est-à-dire que le site et la communication qu'on a faite aujourd'hui est pseudo-mystérieuse pour plusieurs raisons, mais on a préféré ne pas donner trop d'informations pour plusieurs raisons. Mais justement, ces questions-là, c'est bien parce qu'elles apparaissent et notre nouvelle stratégie, enfin, le prolongement de la stratégie marketing est justement d'appuyer sur les points, évidemment, les freins. Et c'est effectivement très bonne façon de raisonner. Et pour faire monter un peu la brand awareness, ce que tu disais aussi justement, vous n'avez pas choisi par exemple Kickstarter tout à l'heure, tu disais pour une question de position de marque aussi, notamment. Est-ce que par exemple vous comptez vous positionner en janvier à Las Vegas au Consumer Electronics Show ou justement en termes de visibilité, sans parler éventuellement de la stratégie de distribution, mais déjà au niveau de la brand awareness, est-ce que c'est un élément, un levier que vous allez utiliser ou ce sera on était par exemple au dernier CES, on y était de manière un peu secrète dans une chambre et on avait calé des rendez-vous. Donc on a invité des gens pour des démonstrations privées, des médias, des entrepreneurs, des investisseurs. Donc on a créé notre awareness choisi, sélectionné, parce qu'en fait le problème du CES c'est que en fait ça donne des crises d'angoisse, quoi. C'est-à-dire que on arrive dans les rangées, il y a trop de monde, il y a trop de bruit. Alors à la fois c'est bien parce que le monde entier regarde vers le consumer electronics à ce moment-là, mais en même temps il y a tellement de bruit qu'il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Donc je suis pas un très grand fan du CES. Je pense, je dis pas, enfin je sais pas encore. Enfin on est en train de réfléchir comment on va y être ou pas. On y sera sûrement, mais je pense pas que je pense que le bruit est pas bon. Le bruit est pas bon. Donc après il y a différentes techniques pour s'en éloigner, mais on était aussi dernier CES en tout cas, au Palladio. Je fais du hacking. Pourquoi commander la V1 et pas attendre la V2? Pardon, j'ai pas entendu la question. Juste pourquoi commander la V1 là et ne pas attendre la V2? Bonne question. Est-ce que tu as rentré la carte bleue ou pas encore? Bon. On va, j'en parlerai, je connais quelqu'un. Et non mais alors déjà, donc le premier truc, c'est que on l'a pas annoncé très clairement. En fait, on l'explique par mail ensuite. Le prochain produit sera gratuit. Donc c'est-à-dire que ce qu'on paye aujourd'hui, on aura accès à ce produit et au produit d'après. Et c'est une façon, en fait, ce qu'on identifie dans les premiers utilisateurs, on a pas mal d'inscriptions, on a eu à peu près 3500 inscriptions sur le programme. En fait, on essaie d'identifier les personnes qui ont envie de contribuer au produit. Et nous, derrière, on développe, on est en train de faire tout un tas de petits services en plus, qui ne sont pas dans le produit consumer normal, mais qui apportent une attention particulière, c'est-à-dire voilà, vraiment regarder les données, on a nos vrais médecins, nos vrais sleep experts qui sont derrière, pour faire vraiment une espèce de profiling et donner des conseils. On va avoir une interaction en fait très forte. C'est pour ça qu'on a limité à 500. Parce qu'on va être très disponible, on va être à l'écoute, on ne va pas venir t'appeler tous les jours à 2h du matin pour savoir alors est-ce que ça marche. Mais c'est plus, on va écouter les feedbacks. C'est un programme, c'est un peu ce que Google avait fait avec les glaces. Hein. Donc voilà, on a des personnes qui sont motivées, qui ont envie de participer à ça. En participant à ça, ils ont le deuxième produit gratuitement et tout un tas de petits services qu'on va annoncer au fur et à mesure sur des bonus en fait qu'on développe rien que pour eux, quoi. Je voudrais juste valider une chose. Techniquement, parce que j'ai lu un petit article avant, techniquement, on peut avoir l'effet de 8 heures de sommeil en 6 heures, non? Je dis pas ça, moi. D'accord. Je dis pas ça. Parce qu'au niveau de performance, moi, si c'est le cas, j'achèterai dès maintenant. Parce que ça, c'est un point de communication très puissant, mais... Le problème, c'est que la caméra tourne et derrière, c'est pas... Non, mais en réalité, c'est dur de parler comme ça, d'un point de vue scientifique. Mais c'est une idée qui est intéressante. L'optimisation des phases de sommeil, c'est quelque chose. L'optimisation globale du sommeil, c'est une idée intéressante. On voit bien qu'on tatillonne sur ces terrains-là. C'est pas quelque chose qu'on dit parce que c'est un peu compliqué de dire ça aujourd'hui. En fait, pendant des années, en fait, on a recommandé de dormir entre tant d'heures et tant d'heures. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas que je suis très loin d'être convaincu juste sur la notion de durée, mais bien de qualité. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui sont connues, qui dorment 4 heures par nuit tous les jours, toute leur vie. Des entrepreneurs connus, des présidents, des personnes qui sont connues pour ça. Il y a bien quelque chose derrière. Alors il y a plein d'explications derrière ça, mais je pense que l'optimisation du sommeil, c'est un terrain intéressant. Bon bien. Merci beaucoup à tous d'être venus.
et surtout à toi. C'était passionnant et jeudi prochain, je crois qu'il y a un prochain talk. De jeudi prochain, il n'y a pas de prochain talk. Et c'était une excellente façon. Et j'ai levé 110 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Merci.